Festival des Lettres d'Israël de nous accueillir, remercier les éditions Chandaigne d'avoir accueilli ce merveilleux livre, un livre un peu particulier que vous allez découvrir. Je vous présente les intervenants de cette journée. À l'extrémité, vous avez Avi Ofer, l'illustrateur merveilleux de ce livre, qui est à la fois illustrateur, dessinateur et qui vient spécialement de Barcelone aujourd'hui pour nous. L'auteur de l'histoire, Iris Argaman, qui est un auteur de livres pour enfants bien connu en Israël, qui a écrit plusieurs livres, c'est celui-ci est le premier traduit en français. Elle est beaucoup connue en Israël pour un livre qui s'appelle Rosalinda, l'histoire d'une petite fille qui contemple le monde depuis un arbre. Et puis Livia Parnes, que je ne vous présente pas et que je vous présente quand même. Livia Parnes, qui est la traductrice de ce livre et qui est aussi un grand artisan de la connaissance des lettres d'Israël en France. On lui doit notamment la publication chez Chandaigne des poèmes de Léa Goldberg, un merveilleux petit livre avec un disque. On lui doit aussi la découverte de Nissim Aloni. Et là, elle nous racontera tout à l'heure pourquoi ce merveilleux petit livre, cette histoire d'un ourson. Voilà, mais je lui laisse la parole, elle a d'autres choses à vous dire. Merci Pierre-Emmanuel Doza. En effet, c'est une configuration un tout petit peu inhabituelle, surtout très heureuse. Normalement, c'est nous, le mémorial, qui invitons, qui ont le privilège d'inviter Pierre-Emmanuel Doza autour de nombreuses traductions que vous réalisez de livres, normalement des livres de pas moins de 400 pages, et qui sont tout à fait majeurs dans tous les sujets qui nous intéressent. Donc merci infiniment Pierre-Emmanuel. Et justement, je tiens à poursuivre les remerciements. Je prends mon casquette aussi de coordinatrice du Mémorial de la Shoah. Et je vais remercier toutes celles et ceux qui, vraiment grâce à qui cet ourson de Fred est né et voit le jour tout juste il y a quelques jours en France et qui l'ont accompagné très chaleureusement dans ce tout premier pas. Donc le service culturel de l'ambassade d'Israël, l'attaché culturel Elinor Agam Ben David et Francine Luttenberg en personne qui ont beaucoup œuvré pour que nous puissions vous présenter cet événement cet après-midi. Au sein des éditions Chandaigne, je tiens à remercier Anne Lima qui a si tendrement et soigneusement embrassé cet ourson de Fred, ainsi que Mylène Cotival qui nous aide avec toutes ses énergies et des efforts pour le faire vivre. Justement, il y a quelques minutes à peine, on a terminé une toute première lecture au théâtre de Mathurin, lecture musicale et théâtrale qui a été réalisée par Irène et Francis Jacob avec Jérôme Kircher sur des illustrations originales de Avi Ofer qui ont été réalisés par Philippe Andrieux. Un grand merci aussi à la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui a soutenu ce livre. Alors je veux remercier quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qui dès le début de cette aventure du livre nous a beaucoup aidé à réaliser ce livre et qui a soutenu donc ce projet. Et il s'agit de quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Michel Kishka, ce qui nous fait les liens aussi avec l'exposition la BD et la Shoah qui est présente encore jusqu'au janvier prochain à l'étage. Michel Kishka qui est caricaturiste, qui est auteur de bandes dessinées, qui a notamment réalisé Deuxième Génération. Et je vous cite ce que Michel Kishka a dit de ce livre dès le départ. C'est un petit récit, petit par la taille et immense par la puissance et l'émotion qui s'en dégage. L'ourson de Fred est un objet complet où le texte et le dessin sont indissociables. Ce livre appartient à la catégorie la plus élevée de la littérature de jeunesse où les mots et l'image sensibilisent le jeune lecteur par la transformation d'un drame vécu à une création d'une grande sensibilité et d'une grande beauté. Je m'arrête là. Et je vais enchaîner sur qu'est-ce que c'est que l'histoire d'un ourson qu'on a retrouvé. Il peut témoigner des choses, c'est un objet d'archéologie et le coup de génie de l'auteur, Iris Agaman, et de la collaboration, c'est d'avoir fait de cet ourson à la fois un témoin. Il est la vie, parce que vous savez tous, il y a des enfants cachés dans cette salle et donc vous le comprendrez très bien. Un enfant caché ne comprend pas immédiatement les raisons, il sait qu'il y a un danger, il essaie de s'expliquer et donc il fallait trouver quelqu'un qui
le devance dans la compréhension et dans le témoignage des choses. Et donc c'est cette petite histoire qui touche au cœur intime des gens, et je pense que tous les enfants cachés qui liront cette histoire-là, ça les remuera au fond du cœur. Cette petite histoire, elle est liée à la très grande, et donc c'est à la fois un petit livre, un livre d'enfants, mais c'est un livre aussi pour les grands enfants, et ce sera toujours intéressant pour vous de le rattacher au grand récit. On pense à Cassot, mais on pense à Hilberg, on pense à Friedlander, etc. Donc ne vous trompez pas, on parle d'un livre pour enfants, on parle bien d'histoire de la Shoah, on parle bien de l'histoire des enfants cachés, et vous verrez que ça peut être une vraie merveille. Mais je laisse la parole à Livia, parce qu'il y a quelque chose de complètement inattendu. Tout s'est fait par des concours de circonstances, et le premier concours de circonstances, c'est la manière dont ce livre a atterri dans un bureau ici au Mémorial de la Shoah, entre les mains de Livia, et comment elle a réussi à convaincre ensuite toute la chaîne de participer à cette belle aventure. Alors, une des choses les plus heureuses en effet de ce livre, c'est justement qu'il est entouré de concours de circonstances, mais très heureuse. Donc c'est une autre conception du hasard qui n'existe pas et qui n'est pas fortuit. Donc en effet, en avril 2016, nous avons organisé un événement autour de la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie, ici à l'auditorium, et j'ai invité à l'occurrence une chercheuse israélienne, Sharon Geva, pour donner une conférence autour en fait de femmes qui servaient de femmes liaison dans le ghetto de Varsovie. Iris Geva venait de publier un livre en hébreu sur la conception des femmes résistantes par la société israélienne. Le livre n'a pas encore été traduit en français, donc ils me l'ont envoyé en hébreu pour préparer la conférence. Et dans les paquets, ils ont en effet mis d'autres livres de jeunesse que moi, bien évidemment, je pensais que c'était par erreur. Je l'ai mis dans l'armoire soigneusement pour retourner à la kibbutz Ameuchad rapidement. C'était un de ce livre, et je terminais quelques minutes après en larmes de joie, et j'ai appelé immédiatement une éditrice en disant « Je pense que j'ai trouvé un livre magnifique pour être traduit en français ». Quelques jours avant, à notre concours de circonstances, on a invité Pierre-Emmanuel Doza pour présenter une de ses traductions, « Si c'est une femme », qu'il a réalisé avec Aude de Saint-Loup, merveilleux livre de Sarah Helm. Et à ma grande joie, en parlant avec Pierre-Emmanuel Doza, il disait qu'il cherchait justement un livre à traduire de l'hébreu. Voilà. L'aventure a commencé, et je suis partie en Israël à la rencontre de Iris Argaman, et là, je fais un flashback, comme dans ce livre, vous allez voir, il y a un flashback, on va y revenir. Donc le flashback pour un autre concours de circonstances, très heureuse, très crucial pour notre histoire, celui qui va ramener Iris à écrire ce livre. Donc Iris Argaman est auteur de plusieurs livres de jeunesse en Israël, et cette histoire-là en particulier est très curieuse, insolite. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre, L'ourson de Fred, à Dubi של Fred? תודה לביאה. תודה שהזמנתם אותי לכאן היום. זה כבוד גדול בשבילי להעלות את זה. ההחלטה לכתוב את הסיפור גם היא קרתה כיד המקרה, באופן שלא באמת התכוונתי אליו. כמכת ברק, כמשהו שיום אחד בעיר אני פשוט מתעוררת לתוכו. קראתי כתבה בעיתון הארץ, על דובי שהגיע 17 שנה לפני כן למוזיאון יד ושם. סיפרה את הסיפור שלו האוצרת הראשית יהודית ענבר. ברגע שקראתי את הכתבה לא הפסקתי לקרוא אותה, קראתי שוב ושוב ושוב ושוב. וידעתי שאני חייבת לכתוב סיפור על הדובי הזה, שתפס אותי פשוט בכל הגוף. לא הפסקתי לחלום עליו. התקשרתי ליהודית ענבר, ליד ושם, ואמרתי לה, אני רוצה לכתוב פשוט ספר על הדובי המקסים הזה. הוא נורא נגע לי ללב ואני חייבת לכתוב. ויהודית אמרה לי, זה לא המקום שלי להגיד כן, צריך לפנות לפרד לסינג. וכך התחילה חליפת המכתבים ביני לבין פרד, שבסופו של דבר נתן לי את האישור
Et donc je suis entrée en contact avec Fred Lessing, et comme Fred était un rescapé de la Shoah, c'était très difficile pour lui que l'histoire qu'il avait vécue, qui était une histoire réelle, une histoire authentique, un souvenir personnel, se transforme en récit, disons, littéraire. Et on va peut-être vous lire un passage d'une lettre que m'a écrit Fred, où l'on sent ses hésitations à me permettre à transformer son histoire personnelle en histoire, en récit, surtout récit écrit par quelqu'un d'autre que lui-même. Une histoire qui n'est pas uniquement une histoire historique, mais c'est écrit pour des enfants, donc un récit pour enfants qui doit être raconté autrement. Et tout a continué jusqu'à ce que je finisse par rédiger ce livre. Peut-être on va faire une toute petite lecture, une petite pause pour une toute petite lecture, peut-être à deux voix, juste du début du livre. Iris, peut-être tu pourras nous lire la toute première page. Ah, tu l'as. Okay. Et peut-être je lirai là. אני יושב לבדי בארגז, חושך וקר לי. excuse-moi. לפתע אני שומע צעקות וקריאות, בעדינות, בזהירות, ואז הארגז נפתח. אני שומע רשרושים ומלמולים, מסירים ממני שכבות של ניירות עטיפה. פתאום נכנס אור. שמש צהובה שולחת קרניים ארוכות המלטפות את הפרווה שלי. ככה. La traduction, vous allez la voir dans quelques secondes. Ah, on n'entend pas? Mais Francine, peut-être tu peux ne pas traduire, parce que là, on va le lire peut-être après. On va écouter la voix d'Iris. Bon. אני יושב לבדי בארגז, חושך וקר לי, לפתע אני שומע צעקות וקריאות, בעדינות, בזהירות. ואז הארגז נפתח. אני שומע רשרושים ומלמולים, מסירים ממני שכבות של ניירות עטיפה. פתאום נכנס אור. שמש צהובה שולחת קרניים ארוכות, המלטפות את הפרווה שלי. עכשיו נעים לי וחם. השמש מדגדגת לי את העיניים. אני פוקח עין אחת, ואחר כך עין שנייה. הרבה אנשים עומדים סביבי. אישה נחמדה עוטפת אותי בידיה ומחבקת אותי. דמעות עגולות זולגות מעיניה. איש גדול עומד בצד ואומר, הובלתי במסעית חבילה ענקית, ובסוף יוצא ממנה דובון קטן ומרופט, וכולכם מתרגשים ובוכים. מה קורה כאן? גם אני לא מבין מה קורה. האישה הנחמדה לוחשת לי, שלום הדובי של פרד, ברוך הבא לירושלים, סוף סוף הגעת. Le début de l'histoire. Je suis seule dans un carton. Il fait noir et j'ai froid. Quand quelqu'un crie « Attention, fragile !» les cartons s'ouvrent. J'entends des froissements et des chuchotis. On me retire des couches et des couches de papier cadeau. La lumière entre. Un soleil jaune envoie des longs rayons qui caressent ma fourrure. Me voici bien au chaud. Le soleil me chatouille les yeux. J'ouvre d'abord un œil, puis l'autre. Il y a plein de monde autour de moi. Une dame m'enveloppe doucement dans ses mains et me berce. Des larmes rondes coulent de ses yeux. À côté de nous, un monsieur bien en chair raconte « Moi, dans mon camion, j'ai transporté un gros paquet et voilà qu'il en sort un tout petit ourson tout fripé. Je vous vois tous émus et en larmes. Qu'est-ce qui se passe ?» Moi non plus, je ne comprends pas. La dame me parle tout bas. « Bonjour, ourson de Fred. Bienvenue à Jérusalem. Te voilà enfin. » On commence en fait avec la fin. On va dans quelques minutes parler de ce choix de Iris Argaman d'écrire l'histoire, de commencer par la fin. Et immédiatement, l'ourson, Iris fait un flashback et l'ourson nous raconte qu'autrefois, il y a bien longtemps, dans un pays lointain qui s'appelle la Hollande, dans une ville qui s'appelle Delft, j'étais l'ourson de Fred. L'ourson n'a pas de nom. Fred a un prénom, il a un nom de famille, donc c'est une histoire réelle. C'est l'histoire d'un petit enfant hollandais qui, avec sa famille, a dû se cacher.
donc une petite famille juive, qui trouve refuge chez différents habitants dans des conditions plus ou moins difficiles. Et au dernier moment, quittant son appartement, il ferme la porte, il la rouvre, il prend son ourson, et c'est là que l'ourson va prendre l'histoire. Il y a une chose que m'a rappelé tout de suite cette histoire, que je trouve absolument merveilleuse. C'est Joseph Bialot, le grand romancier que vous connaissez, qui a raconté beaucoup de choses sur les enfants cachés, et notamment à Paris. Il raconte une scène de la vie parisienne de Belleville au moment de la rafle du Veldiv, et sachant qu'il y avait à avoir une rafle, il y avait des voisins, une famille juive avait dit à ses voisins, est-ce que vous pourriez garder mes enfants? Et la famille avait dit, oh ben non, vous nous embêtez, on a autre chose à faire. Et puis le jour de la rafle, la voisine de palier a eu un peu peur. Et elle s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose d'anormal qu'elle ne pouvait pas laisser faire. Donc elle a dit, oh, je ne peux pas prendre les deux, mais j'en prends une. Et donc elle a pris l'enfant, et puis... après, elle se tourne vers son mari, elle dit « Quand même, 10 ans et déjà juive ». Et donc, tout ça, c'est pour dire qu'un enfant caché, et je pense que les enfants cachés qui sont là au début, est-ce qu'ils savent vraiment qu'ils sont juifs au départ? Est-ce qu'ils savent vraiment la nature des dangers? Il y a simplement le sentiment qu'il y a un danger, ils se posent les questions, qu'est-ce qu'a fait mon papa? Est-ce que j'ai été sot? Est-ce que j'ai été... Voilà, donc ils cherchent une solution. Et ça, le coup de génie d'Iris Argamon, c'est d'avoir demandé à l'ourson de témoigner et de raconter l'histoire. Et l'ourson voit des tas de choses. Il voit toutes les interrogations, toutes les battements de cœur de Fred. Et on voit comment l'ourson devient le véritable ami et comment il devient un acteur à part entière. Alors justement, Iris, pourquoi ces choix donc de raconter l'histoire, de renverser en fait le rôle très habituel? On a des tas de livres que un garçon raconte l'histoire de sa peluche et comment il a vécu, ce qui s'est passé. Là, il y a donc vraiment un coup de génie qui est ce renversement de rôle et va parler l'ourson. C'est lui qui va nous raconter l'histoire de son Fred. Écoutez, j'ai décidé d'écrire l'histoire du point de vue de l'ourson pour les raisons que j'ai dites. C'est-à-dire que, d'abord, il existe beaucoup d'histoires d'enfants qui racontent leur survie. Mais dès ma première rencontre avec cet ourson, puisque c'est comme ça que j'ai rencontré l'histoire, c'est en rencontrant l'ourson dans le musée d'Yad Vashem. Mais même sur le plan narratif, poétique, je peux expliquer ce renversement. Je pense que l'histoire est beaucoup plus adoucie, atténuée quand on raconte à un enfant de 6 ans l'histoire qui s'est passée. C'est sûr qu'un enfant de 6 ans ne peut pas comprendre et savoir ce qui s'est passé. Encore moins un petit ourson. Donc c'est une façon de raconter quand même une histoire dure, difficile, mais de raconter cette histoire avec le ressenti très atténué de quelqu'un qui ne comprend pas tout. Je ne pense pas qu'en littérature on doive tout dire directement. En tout cas, dans ma conception littéraire, on peut dire les choses indirectement, de façon détournée, pour que l'essentiel passe, pour que les enfants comprennent qu'il s'agissait d'une période très difficile. Nous appelons cela la Shoah. Mais le cœur de l'histoire, c'est en fait l'histoire de ces deux amis inséparables, Fred et l'ourson. Et c'est cette amitié qui permet de conserver l'image d'un monde qui ne fait pas peur. Donc on peut vraiment adoucir l'histoire grâce à ce corps si doux du petit ourson. Et l'enfant perçoit le récit avec son ourson. D'ailleurs, l'ourson n'est pas toujours au cœur de l'histoire parce qu'il est enfoncé dans le sac à dos de Fred. Et le fait de ne pas pouvoir voir ce qui se déroule dehors, en dehors du sac à dos, fait qu'il il entend ce qui se passe, mais il ne voit pas ce qui se passe. Et il est au milieu d'autres objets, c'est obscur, il ne comprend pas. Donc il se contente de deviner ce qui se passe. Il pose beaucoup de questions. Et les questions qu'il pose sont les questions de l'enfant, mais encore plus naïves, encore plus obscurcies par cette réalité du
sac à dos. Et pourtant, ce sont les questions fondamentales. En fait, l'ourson, c'est la bouche de l'enfant. Oui. Deux petites remarques à ce sujet-là. D'abord, l'ourson est d'autant plus crédible dans cette histoire qu'il est lui-même abandonné, parce qu'il y a un moment où Fred ferme sa porte et puis subitement il a l'impression qu'il va rester là et que finalement leur amitié et puis Fred rouvre la porte et puis ils deviennent inséparables. L'autre chose aussi que je trouve très fort dans cette histoire-là, c'est une toute petite histoire en même temps qui va directement à l'essentiel et qui dit des choses très justes, c'est que un enfant caché, c'est un enfant qu'on sépare du monde, on sépare de son cadre naturel, on sépare de ses parents, on sépare de tout le milieu qui était rassurant, et on limite son monde parce que où il porte l'étoile jaune et de toute façon tous les lieux lui sont interdits, où il reste enfermé pour le préserver, et des tas de choses il en est privé. Et là il y a la manière dont c'est raconté, ça a quelque chose de très beau, parce que vous verrez Marc-Alain Ouaknin, qui a fait une très belle lecture de ce texte-là, signaler l'importance des couleurs. On a l'impression qu'un enfant caché, c'est un peu un enfant qui perd la vue et qui essaie, pour se raccrocher au monde à la vue, de se souvenir de toutes les couleurs. Et donc il y a un exercice, l'enfant ne voit plus les couleurs, mais il pense le monde avec des couleurs, parce que tous les fils de couleurs qu'il voit, toutes les images, le rattachent à ses parents, ce qui fait que même dans le désespoir, il y a ces éléments-là. Donc il y a toujours une histoire dans l'histoire, et chaque événement de la vie de l'ourson me semble répondre aussi à un événement de la vie du petit garçon. Donc c'est encore un aspect circulaire. L'histoire n'a pas de fin. Heureusement, elle a eu une fin dans l'histoire heureuse, mais il y a aussi... Oui, c'est le vrai propriétaire du l'ourson. On va raconter aussi dans quelques secondes son histoire et comment on arrive à cette photo-là. En effet, justement, c'est ce que vous venez de dire, Pierre-Emmanuel, sur cette histoire circulaire. Là aussi, donc dans les livres, on a vu que l'ourson sort d'une boîte, et les livres vraiment s'emboîtent. On a des histoires qui s'emboîtent au fur et à mesure de la lecture. Donc, Iris, tu as commencé par nous raconter l'histoire que l'ourson arrive en effet à Jérusalem. Il a peur, la lumière s'ouvre, il voit qu'il est arrivé à Jérusalem. Tu as commencé par la fin. On revient vers toute son enfance, enfin l'enfance de l'ourson, qui est aussi l'enfance de Fred. Et on arrive vers un épilogue où l'ourson nous raconte que c'est ce qui s'est passé bien d'années après. Puis après, on a encore un post-face où tu nous racontes, toi, ce qui s'est passé et comment toi, tu as raconté cette histoire. Pourquoi donc ce mouvement circulaire? Pourquoi la fin et le début? Je pense que tu as quelque chose de très intéressant à nous dire là-dessus. C'est vrai que l'histoire commence et se finit pratiquement au même endroit. C'est vrai que c'est une histoire circulaire. Ce cercle, en fait, permet de créer l'infini de cette histoire. Fred disait au départ qu'il ne voulait pas que son histoire devienne un livre, parce que dans un livre, il y a un début et une fin. Et il craignait que son histoire ait un début et une fin, et qu'après la fin, il n'y ait plus rien. Et lui, il voulait que son histoire n'ait pas de fin. Et il voulait qu'il n'y ait pas de mot fin dans mon livre. Et donc j'avais un problème. Comment offrir ce cadeau à Fred de telle sorte que son histoire ne se termine pas par le mot fin? Alors j'ai décidé que j'allais offrir à Fred Lessing ce cercle qui commence et se termine en Israël, et à l'intérieur et des cercles du passé, du présent, à nouveau du présent et à nouveau du passé. Et donc l'histoire est constituée de strates qui permettent d'appréhender la dimension du rescapé. Où se trouve le rescapé Fred Lessing aujourd'hui? Il est aux États-Unis. Il y a Fred l'enfant, il y a l'ourson qui se trouve enfin arrivé à Jérusalem, point où s'arrête l'errance du peuple juif à travers l'histoire. Et c'est symbolique que l'ourson se trouve arrivé à Jérusalem. Et ça permet également à Fred
Fred de ressentir que cette histoire, le calme d'une certaine façon, lui apporte une sorte de sérénité. Et quand j'ai écrit l'histoire, il y avait une énorme complexité, parce qu'écrire une histoire où Fred, en fin de compte, est à la fois présent et absent. Il est absent de ma vie, mais il existe. Et donc, c'était très difficile pour moi, qui d'habitude écrit des choses imaginaires. Il ne doit rendre aucun compte à personne, sinon à moi-même. Que ce soit bon ou mauvais, c'est le lecteur qui en décide. Mais en tant qu'auteur, je réfléchis, je pense et je libère mon imagination. Alors que là, il fallait aussi, au-delà de tout, permettre à Fred d'être heureux. Je sais que ça paraît simple de dire. Je voulais qu'il soit heureux. Ce que je voulais, en fait, c'est qu'il sente que le retour vers son enfance ne soit pas une souffrance infinie. Parce que c'est vrai que revenir à son enfance était très douloureux. Mais je voulais qu'il revienne à son enfance, ce qui est un point douloureux, surtout au moment où il doit quitter sa maison, quitter ses parents. C'est très difficile. Je voulais lui faire sentir qu'à 81 ans, il ressentait les choses comme il l'avait ressenti enfant, mais qu'il le ressente avec douceur et sensibilité. Et donc, il fallait que ce soit très, très délicat. C'est extrêmement émouvant ce que tu nous dis, et je peux même vous lire quelques extraits, parce que comme tu nous as dit, Iris, quand tu as commencé cette aventure, tu as écrit à Fred Lessing. Il n'a pas été tout à fait d'accord au début que tu écrives cette histoire, n'est-ce pas? Enfin, comment était en fait la première réaction de Fred Lessing, et on va voir quels étaient les changements, pourquoi finalement, dans une très longue lettre, ou peut-être de nombreuses lettres, comment il arrive d'un refus presque viscéral, enfin un refus même très fort, une opposition presque à écrire ce livre, vers une approbation la plus certes, et comment il arrive au fait qu'en fait ce livre est nécessaire et qu'il veut absolument qu'il soit écrit. Iris va vous parler de la réticence de Fred à l'écriture, mais en fait on vous a pas raconté l'arrivée de l'ourson à Yad Vashem, et de la même façon quand on lui a demandé à Fred de se défaire de cet ourson, il a hésité, il a dit nous ne sommes jamais quittés, et donc il faut que je l'interroge, et il dit je vais parler à mon ourson, et quelques jours après l'ourson a dit, on l'a rappelé, il a dit l'ourson a donné son accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est en effet quelque chose qui était tellement intime que c'était difficile de s'en détacher. Et Fred a dit ça, il avait déjà plus de 40 ans, ce qui veut dire que pendant 40 années de sa vie, cet ourson ne l'a pas quitté. C'est un homme qui participait à des conférences et tous ceux qui l'ont vu peuvent en témoigner. Il était comme sur ces photos-là, il parlait à la tribune, il avait toujours son ourson. Et les gens s'en demandaient. Et alors en fait, il a fait un très très long travail sur lui pour arriver à prendre la bonne distance, arriver à retrouver, parce qu'il a toujours eu le sentiment que c'était un survivant, et un survivant exceptionnel, et il parle toujours, chaque fois dans toutes ses lettres, ce qui m'a frappé, c'est qu'il parle de ses enfants réduits au silence, et puis massacré, et il a fallu qu'il trouve ensuite dans les archives, et que par dialogue, par un concours de circonstances toujours invraisemblable comme ça arrive souvent, il retrouve des traces des écoliers qui faisaient partie de sa classe, dont il est l'un des seuls survivants. Donc on voit ses enfants, il s'est reconnu dessus, il a reconnu les enfants qui avaient disparu, et donc il s'est dit à un moment, et puis Iris vous racontera la suite, il s'est dit à un moment, mais ces enfants-là, ils n'ont pas pu vivre. Moi, j'ai quelque chose à faire. Mon ourson a quelque chose à faire. Ce que je ne peux pas dire parce que je suis un grand, je suis un adulte. L'ourson, il peut continuer à grandir. Il dit maintenant, il est temps que l'ourson devienne adulte, et c'est lui qui va témoigner. Et c'est voilà. Alors après, de nouveau, la même question s'est posée, et Iris va vous répondre sur l'écriture de son livre. Voilà. תודה. אני דיברתי על כך
j'ai parlé du fait que Fred était très opposé au début de sa lettre que j'écrive son histoire. Il m'a dit qu'il était le seul finalement à écrire son histoire, même s'il ne l'avait jamais écrite. Il avait donné de nombreuses conférences, rencontres avec des élèves. Il avait raconté à ses enfants. C'était son histoire et il tenait beaucoup à ce que les petits détails soient racontés par lui. Et il disait, on ne peut pas raconter mon histoire comme on veut. Il y a tellement de détails, tellement de faits essentiels. Et si vous écoutez le témoignage de Fred, vous vous rendrez compte qu'en fin de compte, il ne répète pas toujours les mêmes choses parce qu'il était enfant dans la Shoah. Et ses souvenirs ne sont pas toujours identiques. Et en plus, en me parlant, étant donné qu'il ne me connaissait pas, il avait de nombreuses réticences parce qu'on était très différents. Lui habite aux États-Unis, à Michigan. Moi, j'habite à Jérusalem, en Israël. Il se devait de m'offrir cette histoire à quelqu'un d'étranger. Et je comprenais très bien ses réticences. Et donc, il a continué à hésiter. Et à la fin de sa lettre, il m'écrit bon, écris l'histoire. J'étais stupéfaite parce que toute sa lettre de 6 pages en anglais était pour dire non. Et puis, les dernières lignes, c'était oui, je te demande d'écrire cette histoire. Et ça m'avait stupéfiée. Et il m'a même écrit, tu dois écrire cette histoire parce que Fred finira par mourir alors que son ourson vivra et continuera à vivre. Alors quand j'ai dit à Fred, pourquoi avez-vous changé d'avis? Il m'a répondu, j'ai été dormir en tant qu'enfant rescapé de la Shoah et je me suis relevée en tant que psychologue, éducateur. Le matin, j'avais compris ce que je n'avais pas compris. C'est extrêmement fort, justement, cette transition. Il dit, en tant que survivant, je pensais que je ne peux absolument pas raconter cette histoire sans être scrupuleusement, minutieusement vrai pour tous les détails, aussi sur les sentiments. Donc, je ne peux pas, il n'y a pas question, il dit, pas question d'interprétation, pas question d'exagération, pas question de fabrication, donc non, pas question de fiction. Et quand il dit un jour je me réveille, c'est toute sa vie en fait d'éducateur, d'enseignant, il était consultant, il était thérapeute, il était surtout professeur de philosophie, enseignant. Il dit de toutes ces activités en fait j'étais enseignant. Et qui dit enseigner dit justement apprentissage des connaissances, apprentissage de savoir, apprentissage de valeurs, des sentiments. Et enseigner et témoigner sont des choses très 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 différentes. Donc témoigner c'est pour le passé, enseigner c'est pour le futur. Et justement, donc enseigner, c'est les changements, c'est une transmission de toutes ces valeurs. Donc, il voit, dès qu'il a décidé de donner le livre à Iris, son ourson à Iris, il voit que cette version romancée que vous allez lire, elle n'est pas tant qu'un témoignage, mais plutôt pour lui, justement, un moyen éducatif pour nous enseigner sur la vie, sur l'amour, sur le courage. Et c'est vraiment de cela dont il s'agit dans ce livre. Il dit, en fait... je vais vous lire, c'est vrai qu'au début il disait « tant que je suis en vie », donc parce que je suis encore en vie et que l'histoire de l'Holocauste continue encore à vivre chez moi, je préfère la raconter en direct. Dans un livre, elle est figée dans le temps, elle devient une histoire terminée avec un commencement et une fin. Pour moi, elle n'a pas de fin. Ça, c'est quand il n'est pas encore d'accord de donner, de déléguer donc son ourson. Puis après, une fois il est d'accord, il dit « Voici 17 ans maintenant que l'ourson se trouve à Yad Vashem. Jamais je n'ai regretté, au contraire, de l'avoir laissé en Israël. Je me sens dans la peau d'un parent fier de son enfant qui a grandi, se rappelant sans cesse qu'il était enfant, admirant sa place d'adulte et ses réalisations dans le monde sans jamais cesser pour autant le protéger. » Et cette histoire de protection, on va passer dans quelques minutes à l'image, à l'illustration, qui sont le cœur de ces livres illustrés. Vous la voyez déjà, toute cette histoire de transmission et de protection sur la couverture.
au début, on voit un enfant comme tous les enfants, qui embrasse son ourson. Si on regarde bien, on voit que c'est un enfant qui embrasse son ourson, mais c'est l'ourson qui embrasse l'enfant. C'est l'ourson qui protège l'enfant. Et on a toute la protection qui passe de l'enfant vers l'enfant, de Fred à Fred, mais Fred qui change, Fred survivant, Fred enseignant, Fred enfant, Fred adulte. Et tout passe par son ourson. Et l'ourson, il a entendu tout ça, il écoute tout ça, et attention, il a une oreille manquante. C'est peut-être même pour ça qu'on n'a pas besoin de 2 oreilles pour bien écouter. D'où le fait qu'on n'a pas besoin de bien entendre, peut-être. Il y a juste un petit paradoxe. Je vous ai bien écouté parler toutes les deux, Iris et Livia. Vous avez prononcé subitement le mot Shoah, Holocauste. Or, dans le livre, il n'est nulle part question de ça. Ça se passe dans un pays lointain, la Hollande. On sait vaguement que c'est la guerre. Et il y a un moment, on va surgir, et c'est là où vous verrez, le livre est une vraie merveille, parce que Iris Argamand raconte une histoire, Avi Ofer raconte une autre histoire, et vous verrez qu'à partir de ce livre, on peut encore raconter des histoires. Il y a un moment, une scène capitale qui est absolument déchirante, nous la verrons tout à l'heure à l'image, où on voit apparaître une étoile jaune. Une étoile jaune, on ne sait pas, et on voit encore qu'il y a un choix. Une étoile jaune reliée par un fil rouge, et à ce moment-là, on se dit qu'il y a des raisons d'avoir peur, mais c'est tout. Donc le paradoxe, c'est que c'est un livre qui est au cœur du destin des enfants dans la Shoah, qui parle effectivement d'un enfant sauvé, d'un enfant menacé de mort et tout, et puis qu'à aucun moment il ne prononce ces grands mots. Pourquoi comment c'est vraiment, et est-ce que c'est vraiment nécessaire de ne pas dire les mots pour que ça ait un effet pédagogique maximal? Oui, j'ai évité délibérément d'employer le mot Shoah et même le mot guerre. Je savais que cela repousse le lecteur. En fait, quand on écrit un livre pour enfants, on s'adresse à 2 personnes, le lecteur adulte et l'enfant qui écoute. En Israël, si le mot Shoah apparaît, cela effraiera, parce qu'en Israël, la transmission de la Shoah est une question très difficile. Transmettre la Shoah, c'est difficile, et tous les programmes d'enseignement de la Shoah sont complexes, et on cherche sans arrêt de nouvelles méthodologies pour enseigner la Shoah. Et mon expérience, puisque j'ai été enfant en Israël et j'ai lu des textes sur la Shoah, eh bien j'ai compris que si j'employais le mot Shoah, cela ferait peur. Or, je voulais raconter une histoire qui attire l'enfant, qui fasse qu'il connaisse cette histoire, et que ce soit l'histoire d'un enfant caché, pas une histoire de juste des nations, mais une histoire humaine qui soit pertinente pour le lecteur. Et puis dès qu'on dit Shoah, on pense à la guerre, et c'est sûr que la guerre, ça touche tout le monde. Et moi, je voulais que mon récit soit un récit universel, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas que le peuple juif victime de la Shoah, mais que ce soit l'histoire d'un enfant qui vit la guerre, la peur, mais aussi l'espoir, une vie humaine, et qui sache qu'à la fin d'une période effroyable, une période beaucoup plus heureuse surgira. Donc, si j'étais tombée dans le piège de la Shoah, c'est sûr que je me serais privée de nombreux lecteurs, parce que mon livre aurait paru sous l'étiquette, en tout cas en Israël, de récit de la Shoah. Et en Israël, quand on parle de livres de la Shoah, souvent on les utilise un jour par an, le jour de la Shoah. Or, je voulais que, après que les lecteurs sachent qu'après une période terrible vient une période plus heureuse. Iris Argamand est une auteure de littérature pour enfants. Elle a écrit plusieurs livres sur de littérature jeunesse. Et là, en fait, la Shoah est en toile de fond. Enfin, on sait très bien, dès le début, de quoi il s'agit. On voit que l'enfant est caché, on comprend qu'il y a un danger, on comprend qu'il faut être quitté par sa famille, on comprend qu'il est triste. On comprend, en fait, tout.
tout ça, sans justement, on n'a pas besoin de ces mots, des contextes historiques. C'est une histoire sur un enfant, c'est une histoire sur les sentiments, sur ce qui se passe dans le monde d'un enfant. Donc Iris est toujours fidèle à elle-même, elle continue à écrire une histoire magnifique, une histoire de jeunesse. Et dans ce livre, vraiment, on peut tirer énormément de fils. On va parler fil, c'est vraiment le fil conducteur dans ce livre. Il a une grande portée pédagogique parce qu'on peut tirer, par exemple, il y a la question du bien et du mal. Dès le début, l'enfant et l'ourson. L'ourson entend l'enfant qui entend que les parents mentent. La mère va mentir. Elle va raconter une histoire pour cacher l'enfant. Et il dit, mais pourquoi en fait maman est en train de mentir? Mais c'est le mensonge utile. On a donc l'histoire d'être exclu. L'enfant à un moment donné va avoir une étoile jaune. Les autres enfants aussi, mais il voit qu'en fait il n'a pas de ses parents, il doit garder un secret. On a donc cette différence. On a bien évidemment un objet transitionnel. Donc on peut parler de la résilience. Il y a énormément donc vraiment de portée pédagogique dans ce livre. Mais avant tout ça, il y a les illustrations. Alors, racontez-nous comment était encore ces heureux concours de circonstances de rencontrer Avi Ofer, comment vous avez travaillé ensemble et pour créer ce magnifique dialogue entre vous. טוב, אז האמת היא שלא נפגשנו. À dire vrai, on ne s'est pas rencontrés parce que j'habite Barcelone depuis quelques années. Iris habite en Israël. ואיריס פשוט כתבה לי. איריס m'a écrit. מה קדם לזה, איך מצאת אותי, זה את תספרי. comment vous m'avez rencontré, comment vous avez pensé à moi, c'est à vous de le raconter. Vous voulez que je le fasse maintenant? פניתי לאבי עופר, כמובן דרך ההוצאה, הפנייה אף פעם היא לא אישית, אלא דרך par l'intermédiaire de son éditeur. אבל אני עקבתי אחרי העבודה של אבי. En fait, je connaissais le travail d'illustrateur de Avi depuis un certain temps. J'aimais beaucoup sa façon de travailler parce que c'est très très fin, mais en même temps très précis. Ce sont des dessins délicats qui n'envahissent pas la page, avec beaucoup de petites étoiles, de petites interprétation personnelle, mais c'est presque par hasard que le lecteur remarque le détail. Ça ne s'impose pas. Un monde se crée par un petit trait de crayon. Et j'ai adoré cette façon dont Avi ne se prend pas trop au sérieux et pourtant prend le dessin au sérieux. Ça n'est pas un illustrateur qui prend la couleur pour la déverser sur la page entière. J'aimais cette manière dont il crée un espace aéré à la page. Et étant donné qu'il y avait des épisodes particulièrement difficiles, même s'ils étaient un peu détournés, j'avais pensé que cette approche délicate où il y a à la fois le dessin, mais aussi beaucoup d'air. Je veux dire, la page est tellement aérée qu'il y a de la place au lecteur sur cette page. Et c'est pourquoi je tenais tellement à ce qu'il illustre ce livre. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'il accepte. Bon, alors Iris m'a écrit. Quand j'ai reçu le livre, c'est sûr que si elle m'avait dit c'est un livre sur la Shoah, j'aurais eu certainement un mouvement de recul parce que je suis née en Israël et c'est sûr que quand on vit en Israël, la Shoah vous agresse de partout. Mais comme j'ai vu ce livre et son écriture extraordinaire et que l'histoire me semblait très belle, j'ai tout de suite trouvé naturel de l'illustrer. J'ai tout de suite dit oui et j'étais déjà préservée de toutes la correspondance avec Fred qui avait hésité, etc. Moi j'avais tout de suite la demande de Iris, donc je n'avais pas toute cette problématique. J'étais serein pour pouvoir entreprendre ce travail d'illustrateur. Je comprenais fort bien ce que voulait dire le texte. Iris comprenait mon dessin et Iris avait des très belles
idées qui m'ont conduit à dessiner comme je l'ai fait, bien que bien sûr il y ait eu un processus, parce qu'on avait parlé peut-être à illustrer le livre en utilisant des tissus, des objets, de les scanner pour les associer. Voilà quelques-unes des enveloppes que j'ai reçues à Barcelone, même des fils, vous voyez, tout ce matériel, beaucoup de boutons, énormément de boutons, des vieilles pages. Vous voyez, elle m'a envoyé tout ça par la poste. Pourquoi de boutons? Pourquoi de boutons? On va parler du fil, mais pourquoi de boutons? למה כפתורים? לא, יש את קודם כל זה אחד הדברים שהובילו בצורה חזקה, אני מניח, לסצנה של התפירה, שזה גם אחד המקומות היחידים שנשאר בהם חומר סרוק, dans le livre où j'ai conservé un fil scanné, ajouté. Oui, on va y parler. אבל התחלתי לאייר איורים לספר שבעצם די תכלס כולם הם גם נמצאים בספר, ופה ושם שמתי סריקות, וראינו אחרי כמה זמן הרגשנו, אני לא יודע, זה עניין ויזואלי וטכני שאפשר להתחיל לנקות את האיורים מהחומרים עצמם, אבל בזכות החומרים אני מניח en enlevant les objets scannés. Mais c'est peut-être parce qu'on a commencé par des objets scannés que quelque chose de cet esprit du matériel est resté dans les dessins, comme par exemple la boîte du début, ou certaines couleurs. En tout cas, le thème de la couleur, puisque j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de théories très intéressantes avant. Oui, c'est vraiment toute une question talmudique, avec des jeux de mots extraordinaires sur les couleurs que Marc Alain Waknin ce matin à l'émission de radio en interviewant Iris a ajouté. Non, pour moi les couleurs c'était dit Avi très intuitif, simple. Moi j'aime bien effectivement laisser une page aérée, mais j'ai des problèmes personnels avec les couleurs. Enfin, ça dépend des couleurs. Donc je pense que c'était naturel pour moi de ne pas utiliser trop de couleurs. Mais je me suis souvenu que pendant la guerre, bon, je ne me souviens pas si c'est une influence de ces lectures ou parce que c'est naturel chez moi. J'ai toujours l'impression que la guerre et bon, donc, les parents et Fred étaient dans une espèce de bleu, quelque chose de triste, quelque chose d'un peu éteint. C'était déjà vrai un peu avant la guerre. C'est le moral un peu déprimé de cette famille qui est bleue et gris, alors que l'ourson, lui, il ne se rend pas tellement compte. Il voit ce qui se passe, mais il ne le comprend pas. Donc il peut se permettre d'être un tout petit peu plus chaud, un peu plus optimiste, un peu plus heureux. Il est prêt à continuer à recevoir l'amour comme autrefois parce qu'il ne comprend pas ce qui a changé par rapport au passé, et donc son cœur reste plus chaud, et donc il y a une couleur de chaleur dans les dessins qui sont mélancoliques et bleus pour la famille juive, mais pour lui c'est un tout petit peu plus coloré. Alors ça je crois que c'est ce que j'ai conservé au-delà de mon approche habituelle qui est d'utiliser le moins de couleurs possible. Avi a été un partenaire extraordinaire dans notre dialogue parce qu'en général des illustrateurs ont un ego créatif très fort et me laissent très peu discuter avec eux. Mais là, Avi m'a permis d'intervenir et au début du livre, je lui avais écrit un long texte, enfin une lettre, où j'avais écrit, que j'avais intitulé « Pensée illustrée ». Et je l'ai envoyé cette lettre à la fois à Avi et à mon éditrice. Elle était très fâchée. Elle a dit, non, de quoi tu te mêles? Tu vas bientôt prendre le pinceau seul et dessiner seul. Alors j'ai vite écrit une lettre d'Avi à Avi en lui disant, n'écris pas, ne lis pas la lettre précédente parce que je crois que j'ai eu tort. Il dit, c'est trop tard, j'ai lu. Et c'était bien. J'ai très bien compris ce que vous vouliez. Donc on a continué à dialoguer. Et j'ai écrit d'autres enveloppes à Avi, dont certaines que vous avez vues avec des objets que j'ai rassemblés, puisqu'une partie du travail que je le fais en mouvement
Évidemment, je parle de mon écriture comme une écriture urbaine et je m'intéresse beaucoup à la ville, aux rues. Je suis chercheur et je m'intéresse donc à la ville et c'est la base de mon travail. Et beaucoup de mes travaux sont urbains, à la fois sur le plan artistique, littéraire et théorique en tant que chercheuse. Donc j'ai envoyé une partie du matériel à Avi et Avi m'a dit j'ai jamais reçu de lettre aussi mystérieuse. Et Avi répond oui mais c'était génial de recevoir de tels mails. Et parce qu'il m'a dit c'est génial, j'ai envoyé d'autres lettres, dit Iris. Et pourquoi certains projets ne sont pas rentrés dans le livre? Écoutez, la décision était visuelle parce qu'une partie des choses me semblait peut-être un peu trop, j'allais dire ça, c'est-à-dire que c'était pas assez propre. Mais il y a eu un processus créatif et ça permettait de canaliser, de supprimer ce qui était superflu pour arriver à ce qui était vraiment propre, à ce qui était vraiment pur. Et tous ces objets, à part le fil ici, qui lui, probablement j'aurais pu le dessiner, ce fil, c'était pas un problème. Je ne sais pas d'ailleurs si on voit tout de suite que c'est un vrai fil qui a été scanné. J'aurais parfaitement pu le... Voilà, là, on peut vraiment dire que vraiment grand louange pour l'édition Chandaigne qui ont vraiment reproduit vos images, vos illustrations sur un papier qui, comme on dit, qui couche vraiment la couleur, qui boit la couleur. Donc c'était un choix médité, recherché pour trouver vraiment le bon papier. Donc merci infiniment pour ce choix minutieux de papier. C'est vraiment, ça donne un résultat magnifique. Et on voit en effet que c'est un fil qui a l'air très, très réel. On peut dire un mot peut-être de cette scène qui est absolument capitale, qui arrive au milieu du livre et qui est une espèce de tournant, parce que c'est là où le dessinateur aussi écrit une autre histoire et il a choisi de rapprocher deux scènes, de les mettre dos à dos. Donc c'est là qu'on voit que l'ourson est un témoin malgré lui et il incarne l'espoir, oui, mais il a été blessé, cet espoir, puisqu'il a été victime de l'agression d'un chien. Et on a le grand-père et la mère dos à dos, et qui ont, comme s'ils avaient deux visions de l'histoire, également menacées, également craintifs pour l'enfant. Le grand-père un petit peu résigné, se décidant à coudre l'étoile jaune, et la mère, il y a une scène où elle est absolument furieuse, elle dit ça n'est pas possible de faire ça, ça lui fera courir des plus grands dangers, et la mère persiste à vouloir se battre, et au fond en réparant l'ourson, elle se dit qu'elle continue à confier le destin de son fils à l'ourson. Donc ces deux attitudes, et c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas un mot, il n'y a aucun moment où ils discutent qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut se cacher, etc. C'est évident qu'il faut se cacher, c'est évident qu'il faut se protéger. On apprend aux enfants aussi, il y a une scène qui est très belle aussi, il faut surtout que tu ne dises pas que tu es juif, que tu ne dises pas ton nom, etc. Ça, tous les enfants cachés en ont fait l'expérience. Et puis il y a cette scène-là, on sent que ça va basculer, et l'image là est très belle parce que la mère est tournée vers la gauche et le grand-père vers la droite, et en même temps, c'est l'inversion. Et donc, il y a le fameux fil rouge. Quand on raconte l'histoire de la mère qui est en train de coudre la tête de l'ourson, mais on ne sait pas encore qu'il y aurait une étoile jaune. Là, c'est l'image qui nous avance un peu sur le texte. On va comprendre qu'il y a une étoile jaune un peu plus tard. Ce qui est magnifique, je trouve aussi, dans cette image de double dos, la mère est en train de faire un geste le plus généreux pour son enfant, donc de coudre, il demande avant de partir, parce qu'il est seul, la mère les place chaque fois chez une autre famille. Ça, c'est vraiment une partie vraie de l'histoire de Fred Lessing, qui a été caché chez 8 familles différentes durant 2 ans, entre 42 et 44, moyennant argent. Et une fois avant de quitter son fils, elle demande: est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose? Est-ce que je peux encore être utile pour quelques minutes? Il dit oui, je veux bien que tu répares la tête de mon ourson, celui qui est tout le temps avec moi, c'est mon seul ami. Et elle prend, en fait, apparemment, il y a une petite variation entre la réalité et l'histoire, et le livre, le romancé, ce qui est très joli. Parce qu'au début, Fred n'était pas du tout d'accord qu'il y ait ces changements, mais finalement, il est ravi. La mère prend la doublure du manteau gris, toujours gris mauve ou gris bleu de son enfant. Elle prend une partie et elle coude la tête de l'ourson avec
avec ce bout de tissu. Quand vous allez voir l'ourson, c'est vrai que ça donne quelque chose parfois peut-être même effrayant, on avait dit, parce qu'il a vraiment comme une sorte de chaussette, enfin on dirait un cagoule sur sa tête, c'est vraiment gris, peut-être effrayant, et avec le fil rouge, elle est en train de lui coudre les yeux et la bouche. Et l'ourson dit dans cette scène, voilà, j'ai une tête, je suis redevenu un ourson presque normal. Presque normal, parce que des secondes après, il se regarde dans le miroir et il dit « Qu'est-ce que j'ai l'air effrayant, j'ai une tête grise et j'ai un corps tout marron, enfin jaune. » Et quelques jours plus tard, le grand-père va coudre l'étoile jaune sur un manteau gris de son petit-fils, donc faire le geste le plus anormal ou rendre un enfant le plus anormal possible. Donc, et tout est lié quelque part avec ce même fil rouge, et tout dépend ce qu'on fait, tout dépend ce que l'humanité fait. Enfin, on peut tout faire avec le même fil rouge. Bon, enfin, on peut continuer à gloser. Mais on va peut-être vous montrer. Alors déjà, vous voyez comment un texte se marie avec une illustration. Peut-être on va montrer un extrait. On a demandé à Avi Ofer de prendre une scène. Donc cette scène, par exemple, la scène de coudre, la scène des coutures, et de la animer, donc de lui donner une vie de quelques secondes, donc de nous créer un film d'animation. Donc on va la voir déjà uniquement avec cette animation. Après on va voir qu'il y a encore un autre langage qu'on peut ajouter à ce dialogue. Toute l'histoire racontée en images. Et maintenant, ce que ça donne avec musique. Je vais juste vous dire un petit mot du compositeur qui s'appelle Doron Parnes, qui est Dori Parnes, qui est un traducteur génial israélien et qui est aussi un compositeur qui a fait des chansons et bien d'autres musiques. Voilà, et donc qui a spécialement illustré musicalement ce passage. Et comme vous voyez, chaque fois qu'on rajoute une histoire, il y a l'histoire d'Iris Argaman, il y a l'histoire d'Avi Ofer, et il y a l'histoire de Dori Parnes. Et à chaque fois, c'est une histoire un petit peu différente. C'est dire aussi la réussite du livre, qui est extraordinairement généreux et qui se livre... L'ourson est prêt à être adopté par tous ceux qui veulent le prendre dans les bras et lui faire un câlin. Et en fait, chaque lecteur a raconté sa propre histoire. Vous avez vu que tout de suite, nous avions chacun une façon très différente de la raconter et que nous avons tous vécu une histoire différente. Ce qui fait qu'il a fallu aussi à deux pour se mettre à traduire 10 pages. Alors, encore une différence entre, si on veut, le témoignage et la version romancée. Dans l'histoire, probablement, Fred t'a raconté que, voilà, il a été donc, ils étaient obligés, ce qui est vrai, de quitter d'un jour au lendemain, enfin, même dans quelques heures, en l'espace de quelques heures, ils étaient avertis qu'il y a des rafles en octobre 1942, et la mère qui était protégée un peu, je pense, elle pouvait avoir rapidement un lieu où se cacher grâce aux amis musiciens, collègues de son mari, donc le père de Fred qui était musicien. D'abord, ils sont cachés chez des amis. Après, ça est devenu trop difficile et il fallait aller chez grand-père et puis après chez d'autres familles. Et donc, ils partent d'une minute à l'autre et l'enfant, probablement, on lui a mis plusieurs choses dans sa musette.
Iris Argaman prend ce moment et dit c'est un moment clé, c'est justement parce que tout le livre il parle de l'enfant caché, il parle de l'abandon, donc la peur de l'ourson d'être abandonné, la peur de l'enfant d'être abandonné, et c'est un énorme hommage qu'Iris Argaman fait parce que finalement en fait ils se sont jamais été, même s'il y a une séparation, c'est jamais un abandon. L'ourson fait partie de la vie de Fred jusqu'à aujourd'hui, même s'il est à Yad Vashem. Et dans cette scène, elle invente un moment où Fred doit quitter la maison. Ils partent. Il a dit, c'est pas possible, j'ai oublié mon ourson, je peux pas partir sans. Il rentre à la maison, il prend l'ourson, il le met dans son sac à dos et ils partent. Et on a demandé à Avi aussi d'animer cette scène, qui est vraiment une scène centrale dans le livre. Vraiment un moment clé qui va conditionner en gros sa vie. Voilà, donc on va après discuter avec Avi Ofer à quand le film d'animation, après le livre. C'est parti pour une autre aventure. Une petite question, même une grande, comment le livre a été accepté en Israël? Il est sorti, enfin il est paru il y a un an. Quelle est la réaction en Israël par rapport à ce livre? Sachez que je ne suis pas tout ce qui s'écrit en ce qui concerne les réactions des élèves. Il y a une rupture une fois que j'ai terminé d'écrire. Le livre a été reçu avec énormément de sympathie, de félicitations. Les enfants, les parents, le système éducatif ont été très positifs et je reçois de très nombreuses lettres des parents ou des éducateurs, combien ils ont été émus, et on m'invite parfois à des présentations, voire à des pièces de théâtre organisées par les enfants eux-mêmes qui viennent de lire le livre. Et c'est intéressant parce que en fait, les enfants ne posent pas de questions sur Fred. Ce qui les intéresse, c'est l'histoire de l'ourson. C'est vrai, c'est un vrai ourson. Où est-ce qu'il est? Je veux le voir, je veux lui rendre visite. Comment je peux aller voir cet ourson, me disent les enfants. Je peux avoir la carte, vous savoir comment l'itinéraire pour aller le voir. C'est ça que les enfants veulent savoir. C'est vrai que les adultes, eux, c'est juste le contraire. Ils veulent savoir qui est Fred, où il habite, s'il est encore vivant, etc. Et c'est intéressant de voir la différence entre les enfants et les adultes. Les enfants au centre voient l'ourson et les parents l'histoire de Fred Lessing, le vrai. Et encore une fois, les programmes d'enseignement incluent souvent le livre. C'est un livre recommandé aux éducateurs. Il a d'ailleurs reçu le prix de Yad Vashem, ce livre, et il est numéro 3 des ventes dans ce domaine. זה לא העיקר העניין של הפרסים או משהו כזה, זה יותר
Avoir un prix, ça n'est pas l'essentiel. C'est plus important de savoir que le livre a touché des enfants, des parents, et que cela permet d'être proche de ce récit. Et c'est vrai que les enfants réécrivent l'histoire, me téléphonent, me disent qu'ils préparent un travail à l'école, ils me posent des questions. C'est une célébrité maintenant. L'ourson de Fred, on se rend en visite à Yad Vashem pour aller le rencontrer. Voilà quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui est au centre de certaines visites. Les gens le prennent en photo et m'envoie une photo pour me prouver qu'ils l'ont rencontré. C'est formidable, parce qu'avant, cet ourson figurait parmi de très nombreux objets à Yad Vashem qui se trouvent dans l'exposition, une grande exposition. Or, tout à coup, c'est une sorte de superstar. Bon, c'est vrai que l'ourson de Fred a toujours été très regardé בכל הסיפור הזה יש את פרד, שהוא לא פחות חשוב בעניין, הוא חלק מהסיפור. כשהספר יצא לאור, ממש בסמוך אליו, אז החליפו את התצוגה ביד ושם, מתערוכה כוכבית l'exposition des objets, c'était les jeux des enfants pendant la Shoah. Et aujourd'hui, l'exposition est devenue les étoiles du passé. Et l'exposition était beaucoup plus élargie. J'étais à Jérusalem au moment où cette exposition a été inaugurée et j'ai été voir cette nouvelle exposition autour de l'ourson de Fred et j'ai envoyé à Fred Lessing toutes les photos. C'était pour lui en fait que j'ai pris toutes ces photos, j'ai pris le catalogue et tout. Je lui ai tout envoyé, il m'a répondu, je suis très très en colère. Et je suis sûre que vous entendez ma colère de chez moi jusqu'en Israël. Alors j'ai eu très peur parce que moi j'étais tellement heureuse de lui envoyer toutes ces photos. Il m'a écrit quoi? Mon ourson a été présenté tout seul dans une vitrine à lui avec un éclairage sur lui et il était tout seul. Et puis là, il est mélangé à tous ces objets dans une sorte de capsule plastique très grande. Alors il est plus particulier, il est plus à moi tout seul. Et il était très en colère. Et il a écrit à Yad Vashem qu'il veut reprendre son ourson parce qu'il a été mélangé à tous les autres jouets. Et moi je lui ai dit, Fred, pourquoi êtes-vous en colère? Je pense que Dubi est très très heureux puisque maintenant il n'est plus seul. Il a ses amis qui l'entourent, il a avec qui parler, il a avec qui jouer, c'est mieux pour lui. Alors il m'a dit, écoute, j'ai répondu, je vous ai écrit pour vous, pour soulever le problème, mais je comprends très très bien, mais moi je ne veux pas que mon ourson soit mélangé aux autres, je veux que mon ourson reste à part. Et donc j'ai compris que je devais transmettre le message de Fred à d'autres plus élevés à Yad Vashem, et je leur ai dit à vous de résoudre le problème et de régler le problème avec Fred. Et ils ont calmé Fred Lessing. Finalement, il n'a pas repris son ours. C'est calmé et il est très 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 heureux. Là, d'ailleurs, on voit lui, il est allé en 2007, je pense, voir l'ourson. Donc, il est venu en Israël pour rencontrer l'ourson à Yad Vashem, donc rendre visite. Et là, c'est son fils qu'on voit en train de regarder l'ourson. Et il est très très content. Il le dit même, l'ourson appartient au monde. C'est cette intuition maintenant redécouverte et approfondie du sens réel et des implications de cette vérité qui m'a fait changer d'avis à l'idée d'un livre pour enfants. L'ourson appartient à tous les enfants à qui j'en ai parlé au fil des ans, aux enfants et aux soldats, à tous les visiteurs qui sont venus le voir à Yad Vashem et à tous les enfants et à leurs parents qui liront votre livre. Donc il est très content, il dit l'ourson continue de vivre, Fred mourra, Fred peut-être a gagné quelques bribes d'immortalité parce qu'il aura été le père de cet ourson qui continue de vivre. Est-ce qu'on peut...
Je voulais ajouter que cette photo a été photographiée il y a 6 mois. Lorsque le fils de Fred Lessing est venu à Jérusalem, il s'appelle Benjamin Lessing et il a été très très ému. Bien sûr, je l'ai rencontré avec sa compagne, celle qui l'accompagne sur la photo, ça n'est pas sa compagne, mais une responsable de Yad Vashem. Et ici, c'est Benjamin Lessing qui, pour la première fois, voit l'ourson et qui pleure. Il pleure parce qu'il a compris la signification que revêt aujourd'hui Dubi à Yad Vashem. Il y a 6 mois, encore une fois, le fils de Si on veut quand même continuer ce jeu de mots qui n'en est pas un et que peut-être a amené Fred Lessing aussi de dire non à oui, de témoignage et enseignant, de témoignage et héritage. En anglais, le livre, qui n'est pas encore traduit, mais lui, il appelle, chaque fois qu'il va témoigner, il appelle Bear. Bear and me. Donc Bear, ourson et moi. Bear and Fred. Et to bear witness, c'est en fait témoigner en anglais. J'avais une question à Avi. Il y a une image, on a ici en prime une image qui n'est pas rentrée, une des illustrations qui ne sont pas rentrées dans le livre et qui va justement dans le sens de ces blancs, enfin de ne pas parler de la guerre, de ne pas parler de la Shoah, de ne pas, enfin il y a l'étoile jaune, mais c'est à peu près tout, on voit des ruines. Il y a une image que tu nous as donnée et qui n'est pas rentrée dans le livre, qui était La guerre est finie. On va montrer celle qui est rentrée, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur cette image? Pourquoi elle n'est pas rentrée finalement? Je pense que si l'illustration n'a pas été intégrée dans le livre, c'est pour 2 raisons. L'une est technique, parce qu'il n'y avait pas tellement de place, et puis parce qu'il s'agit d'un illustrateur qui n'est pas spécifique de ce qui est raconté, mais qui est plutôt symbolique. Moi, j'aime bien, en général, essayer d'ajouter des illustrations au livre que j'illustre, des inserts qui ne sont pas spécifiquement évoqués dans le texte, des dessins symboliques de ce qui est entre les lignes du livre. Et parfois, dans certains livres, on peut, en première page ou entre les titres, ou ailleurs, peut-être à la fin du livre, ajouter un dessin symbolique. Mais là, presque tous étaient d'accord que ça n'avait pas de place. À dire vrai, il y a très peu d'illustrations qui n'ont pas été intégrées dans le livre parce qu'on a travaillé sans problème. C'était fluide comme processus, très bien. Ce qu'il fallait illustrer, où placer l'illustration, et semble-t-il, il n'y avait pas de lieu où intégrer ce symbole. Mais pour moi, c'était important d'essayer de parler de la guerre par l'intermédiaire d'un soldat de plomb. Et comme il s'agissait de la fin de la guerre, le soldat tombé. Pour la guerre est finie. Finalement, c'est celle-ci où on voit le petit ourson regarder à travers. Oui, oui. Ça, c'est celle qui est rentrée. Oui, non, ce qui n'est pas entré, c'est le soldat de plomb tombé à terre pour montrer que la guerre est finie. Et là, j'avais aussi une histoire, une image qui est restée sur la couverture, qui a été remise sur la couverture. Dès le départ, est-ce que il y avait la question de dessiner Fred comme Fred l'est? Est-ce que tu as vu une photo de Fred Lessing? Est-ce que Fred, dans l'image, dans l'illustration, ressemble à Fred Lessing? Oui, il n'y en avait jamais question. L'ourson ressemble à l'ourson, mais... זה שגם הדובי לא דומה וגם פרד לא דומה? Oui, en fait, les deux ne ressemblent pas. כן, כי זה כן היה משהו שאיריס... Oui, c'est vrai. Iris m'avait proposé de ne pas faire une ressemblance. Je l'ai ressenti d'ailleurs intuitivement moi-même. C'est une œuvre littéraire avec sa vie propre. Et l'histoire reste néanmoins une histoire réelle, effective, même si l'ourson et Fred que j'ai dessiné ne ressemblent pas au vrai Fred Lessing et au véritable ourson. Enfin, moi, ça m'a aidé à illustrer de ne pas être trop près de Fred. Bon, j'avais vu des photos de Fred enfant est bouclé, j'ai gardé ses boucles, mais Fred adulte
ça m'aurait peut-être rendu la tâche beaucoup plus difficile. Et puis le véritable ourson est un peu effrayant. Et donc j'ai essayé d'obtenir un effet qui soit beaucoup plus frappant. Et je crois que c'est frappant dans cette histoire de voir une illustration qui transmet des sentiments réels, justes, même si le destin de l'illustration appartient au monde imaginaire, de l'imagination, de la création, plutôt que de la réalité d'une photo qu'on recopierait. J'ai essayé sur le plan technique et visuel de traduire les héros dans un monde littéraire. C'est un peu difficile de dire comme la difficulté que j'aurais eue si j'avais été obligée de les traduire sur un plan technique qui ressemble au vrai. Je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus parce que je trouve que c'est absolument parfait et qu'il a très bien saisi l'originalité du livre. Ce livre me fait penser à chaque fois que je l'ouvre, à chaque page, à un mot de René Char que je paraphrase, parce que René Char ne dit pas exactement ça, mais il dit « Les objets savent de nous des choses que nous ignorons d'eux ». Et il se trouve que l'ourson sait beaucoup de choses de nous. Il observe, il voit beaucoup de choses, il nous raconte des histoires, il nous rappelle à la réalité. Et il faut, puisqu'on a parlé de l'exposition s'appelait à Yad Vashem, il y a 17 ans, ça s'appelait « Ce n'est pas un jeu d'enfant ». Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une formule de Korczak, donc le grand psychologue et éducateur des enfants, qui a fait tout son possible pour donner aux espoirs aux enfants quand il n'en avait plus. Ils sont incroyablement nombreux, ceux qui ont fait cet effort-là, aussi bien dans les camps que dans les ghettos et autres. Je pense aussi au ghetto de Térésine, où il y avait la première femme rabbin allemande qui est morte à Auschwitz, Regina Jonas, avec le psychologue, un autre psychologue, mais il était déjà psychologue à l'époque, Viktor Frankl, qui essayait, avec tous les petits-enfants, qui essayait de leur faire inventer des jeux, qui essayait de leur donner l'amour de leurs peluches, des peluches qui étaient encore plus mal en point que celle-ci, pour essayer de leur donner un espoir, un goût de vivre, tout en sachant que voilà, leur idée, c'était simplement qu'il fallait si peu de temps qu'il subsistait, il fallait que ces enfants aiment la vie, parce que c'était aimer la vie était la meilleure résistance possible pour un enfant à la Shoah. Donc il n'y a pas besoin de dire les grands mots, il y a justement le besoin d'écouter ce qu'a à dire un ourson et de savoir que quand les hommes n'ont plus de conscience, c'est un peu l'histoire de ça, peut-être que l'ourson a une conscience et une âme, et que quand les hommes n'ont plus d'espoir, lui, il en a encore. Je vous laisse découvrir les livres, les faire signer et continuer, poursuivre la discussion avec Iris et Avi dans un moment convivial à la librairie du Mémorial. Merci infiniment. Merci.